de cette édition. Radio J, l'invité du grand journal. Radio J. Steve Nadjar. Bonjour Stéphane Juffa. Bonjour Steve Nadjar et bonjour les auditeurs et spectateurs de Radio J. Merci de nous rejoindre et d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes rédacteur en chef de l'agence de presse israélienne Metula News Agency. Stéphane Juffa, quels sont les différents scénarios sur lesquels planchent actuellement les responsables israéliens au sujet de la riposte attendue de l'Iran et de ses proxys, à commencer par le Hezbollah au Liban? C'est surtout les Iraniens, Steve, qui planchent sur une éventuelle riposte, parce que nous sommes prêts, que ce soit au niveau défensif, au niveau du renseignement très important, au niveau offensif. On sait ce qu'on va faire. Ça va être gradué par rapport à l'intensité de l'attaque. Ce qui est sûr pour nous, c'est que l'attaque va avoir lieu. Elle va venir d'Iran, parce que l'Iran a dit qu'il allait nous attaquer directement. Et il va probablement venir également des proxys de l'Iran, qui sont le Hezbollah, les milices en Irak, les Houthis au Yémen. Et ce qui semble être en train de nous préparer, c'est une attaque conjuguée. C'est plus compliqué parce que on aurait à traiter des projectiles qui mettent plusieurs heures, jusqu'à 8 heures pour arriver d'Iran. Sur le modèle de l'attaque conjointe menée dans la nuit du 13 au 14 avril. Absolument, parce qu'ils n'ont pas une grande panoplie. Le 13 au 14 avril, ils nous ont lancé tout ce qu'ils avaient. C'était des missiles de croisière, des missiles balistiques et des drones d'attaque. Mais là où ils essaient de corser les choses, c'est en lançant des projectiles à partir de 4 kilomètres de la frontière au nord et d'attaquer au sud depuis le Yémen à plus d'1 millier de kilomètres et également depuis l'Iran. C'est ce qui nous prépare. Mais c'est toujours basé sur ces 3 éléments, hein, parce qu'ils ont en fait rien d'autre. Et puis ils cherchent des idées pour nous surprendre. Et nous, on est en état d'alerte maximale, Steve. Est-ce qu'on envisage, mais j'imagine que la réponse est forcément affirmative côté israélien, que les Iraniens et leurs proxys cherchent cette fois à viser de manière encore plus ciblée, en essayant de toucher une grande ville d'une part et d'autre part des civils et pas seulement des bases militaires? Ce que j'allais dire, c'est que la dernière fois, ils ont tiré 500 projectiles mixtes, et il y en a un seul, un missile balistique, qui est tombé sur une base militaire du Negev, bien sûr en entrepôt désaffecté, donc ils n'ont pas été très efficaces. Qui vise une base du Negev ou qui vise Tel Aviv, Jérusalem ou le Nord, ils auront toujours le même problème, c'est-à-dire qu'Israël a ce fameux bouclier anti-aérien constitué par le dôme de fer, par le Chetz et par la baguette magique ou fronde de David. Donc ils vont quand même avoir du mal à nous surprendre, surtout qu'on pense qu'il y a ça et toute l'armée est sur le pied de guerre. Et puis surtout, on prépare une contre-offensive qui sera au niveau de ce qu'ils vont nous servir en tant qu'offensive. Stéphane Juffa, revenons sur l'élimination non revendiquée par Israël en Iran et à Téhéran d'Ismaël Haniyeh, le chef de la branche politique du Hamas. Le fait que l'Iran ait été une nouvelle fois surprise au sein même de son territoire, qui plus est dans un bâtiment qui était habité et gardé par les gardiens de la Révolution, c'est à la fois le signe de l'incroyable qualité du renseignement israélien, mais aussi des défaillances existantes au sein des systèmes de surveillance et de sécurité de la République islamique. C'est clair, chaque parti essaye de surprendre l'autre en faisant des choses auxquelles il ne s'attend pas. Et ce qui s'est passé avec cette double élimination donc de Fouad Chouker en plein Beyrouth et quelques heures après, je crois 5h30 après, d'Ismaël Haniyeh, c'est une sorte d'hôtel, un hôtel réservé aux hôtes de marque des gardiens de la Révolution. C'est le cœur du système iranien, de la théologie iranienne, et il semble qu'on ait réussi à pénétrer. C'est pas la première fois, mais je pense qu'au niveau des éliminations d'individus, de personnel sécuritaire, ça doit être dans l'histoire
l'opération chirurgicale la plus osée, la plus sophistiquée qui s'est faite. C'est pratiquement impensable, si on reprend l'élimination de Choucair à Beyrouth, qu'un missile arrive, entre dans un appartement parmi un immeuble de 7 étages, dans une des chambres de l'appartement et élimine une personne spécifique, alors que les gens qui habitaient dans les appartements adjacents n'ont pas eu une égratignure. Ça, c'est la spécificité d'Israël. Il y a des éléments où on n'est pas extraordinaire, mais là, c'est vraiment au niveau de la précision, au niveau de l'idée, de l'imagination, c'est vraiment assez extraordinaire. Est-ce que vous diriez, Stéphane Juffa, à l'instar d'un éditorialiste du Yediot Aharonot ce matin, qu'à travers ces deux frappes, même si, encore une fois, la deuxième contre Haniyeh n'a pas été revendiquée, mais aussi à travers l'élimination qui a été officialisée, disons-le comme ça, du chef de la branche militaire du Hamas, Mohamed Deif, dans la bande de Gaza, qu'Israël est en train de rétablir progressivement sa dissuasion et envoie un message de force et de détermination à ses ennemis dans la région? C'est clair, vous imaginez dans la peau de Hassan Nasrallah ou dans celle de Khamenei ou d'autres leaders qui nous sont extrêmement hostiles et qui tuent des Israéliens. La première idée qui vous vient à l'esprit quand vous entendez parler de ces deux éliminations, c'est que ça peut vous arriver à vous aussi, qu'il n'y a aucun endroit, si on arrive à éliminer des terroristes en plein cœur de Téhéran, dans un hôtel des Passes d'Aran hyper protégé, ça veut dire qu'on peut éliminer qui on veut, pratiquement où on veut. Donc nos pires ennemis ont ça en tête. Ils doivent bouger souvent pour pas qu'on les repère. Ils doivent regarder dans tous les sens pour voir si ils reconnaissent un agent israélien. C'est une pression extraordinaire. Ça, c'est le point fort. Le point faible, c'est qu'au niveau stratégique, au niveau tactique, ça nous a pas avancé beaucoup. C'est-à-dire que ça n'a pas rapproché les réfugiés internes d'Israël de leur maison dans le nord vers la frontière. Ça n'a pas affaibli ni le Hezbollah ni l'Iran. Il n'y a rien de déterminant qui s'est fait avec ces éliminations. C'est purement, et comme vous l'avez dit, c'est une manière d'impressionner l'ennemi, de lui montrer qu'il est à l'abri nulle part. Maintenant, au reste, on aurait peut-être préféré, en tant que justement un de ces déplacés de la frontière nord, on aurait préféré quelque chose de plus tactique, même si à la place d'éliminer Haniyeh, on avait réalisé l'offensive des collines, c'est-à-dire que si Tsahal, par une incursion au Liban, avait réussi à prendre les collines qui sont de l'autre côté de la frontière, à partir desquelles il tire sur Kiryat Shmona, Metula, Avivi, Margaliot, etc., 24 localités, eh bien, si l'armée avait pris ces collines, ce soir, on aurait pu faire l'émission à partir de Metula, et je vous assure qu'on aurait été très satisfait de le faire. Donc, justement, j'allais venir. Est-ce que vous regrettez que le gouvernement israélien ait négligé de frapper plus fort et plus tôt contre le Hezbollah, qui n'a cessé de pilonner et de harceler le front nord, en particulier depuis le mois d'octobre dernier? Bien sûr, ça fait 10 mois qu'il n'y a pas eu une incursion terrestre. Il n'y a eu aucun acte dans le nord pour nous permettre de regagner nos bâtiments, nos maisons. Et ça nous embête énormément. Et il y a une autre chose qu'il faut dire, c'est que on parle parfois de négociations entre Israël et l'organisation terroriste du Hezbollah. Et ça, c'est ce qui nous fait le plus peur. Parce que si on nous demande de regagner nos pénates alors que le Hezbollah se trouve sur la frontière, on laisserait l'initiative au Hezbollah. Et il se trouvait à 400 mètres de notre rédaction quand ils ont tiré le 25 décembre dernier 2 missiles anti-chars. Et si on ne trouve pas de solution militaire propre à éloigner le Hezbollah de la frontière, voire à détruire le Hezbollah, eh bien, on va lui laisser l'initiative. Et pour nous, c'est-à-dire pour les 70 000 personnes déplacées qui habitaient sur la frontière dans ces 24 localités, c'est absolument inadmissible, inacceptable. Stéphane je Juffa, pense que si je vous en prie. un petit instant. Si on ne fait pas de l'ordre, si on n'éloigne pas le Hezbollah, au moins au-delà du fleuve Litani, la plupart des gens, même si on le leur demande, ne retourneront pas vivre sur la frontière avec le Liban.
Alors je précise qu'on apprend à l'instant que le Quai d'Orsay appelle les Français de passage en Iran à quitter le pays au plus tôt. Ce sont les mots de la diplomatie française. Quelle est l'ambiance, Stéphane Dufas, sur le terrain? Est-ce que l'inquiétude est très forte parmi les Israéliens et peut-être aussi parmi les touristes qui ont rejoint ces derniers jours ou ces dernières semaines Israël pour y passer leurs vacances d'été? Peu de touristes, Steve. C'est là dans le nord. Bien entendu, je suis dans un hôtel, mais on peut appeler ça un palace en 5 étoiles. Il n'y a pas un touriste. Il n'y a pas un touriste, ni même un touriste israélien. Ce sont que des déplacés. Et ça, c'est dans la plupart du secteur nord. Et dans Et le reste puis, du pays, c'est tel qu'on peut les voir, notamment dans les médias israéliens, qu'est-ce qui remonte? Quelle est la perception de la situation par l'opinion publique israélienne? il y a sûrement de l'angoisse, c'est-à-dire où que vous vous trouvez au moment où on se parle. Je sais que d'ici, disons, 3 jours au maximum, des missiles, des drones d'attaque vont attaquer, ça peut être dans ma région, ça peut être Tel Aviv, ça peut être Jérusalem. Il n'y a aucun endroit où nous non plus sommes à l'abri, à la différence où nous sommes justement défendus par ce bouclier qui est quasi hermétique, ce bouclier anti-aérien. Et la situation, ne parlons pas que d'Israël, au Liban, c'est la lutte à l'aéroport international Rafik Hariri pour partir du Liban. Et vous n'avez plus une place sur aucun avion, surtout que les compagnies aériennes étrangères ont cessé de voler totalement au Liban et presque totalement en Israël, et puis en Iran aussi. Comme on en parlait, c'est bien que vous citiez cette nouvelle, c'est-à-dire que si on est attaqué sur une grande échelle, on va riposter. Et ce qu'on espère, ce que les gens de l'establishment de la défense, ce que les experts en stratégie espèrent, c'est qu'on va utiliser le prétexte d'une probable attaque contre nous pour s'en prendre au projet de bombe atomique iranienne. C'est ça qu'on aimerait, c'est-à-dire ne pas faire uniquement de la défensive, mais faire également de l'offensive. Il y a des sites où ils fabriquent la bombe, il y a des sites d'enrichissement de l'uranium, il y a des sites où ils conçoivent les missiles balistiques, d'autres où ils les stockent. Et pour nous, c'est un impératif, et c'est quelque chose qui intéresse également énormément les Européens, les Français, et également les États-Unis, c'est que ces missiles balistiques, il y a des missiles balistiques de longue portée, donc qui ne sont pas faits pour attaquer Israël, mais qui sont faits pour vous menacer, vous. Aujourd'hui, l'Iran a des missiles balistiques qui peuvent toucher Rome, Paris, Berlin, etc. Donc c'est quelque chose qui se déroule à un niveau global, et cette menace existe. Et puis, si rien n'est fait, dans quelques mois, c'est les estimations de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, c'est les estimations des services de renseignement américains, dans quelques mois, si rien n'est fait, les Iraniens auront la bombe atomique. Alors quand vous mesurez leur degré d'agressivité aujourd'hui, on peut tout à fait imaginer ce que sera cette agressivité s'ils obtiennent la bombe atomique. Ce sera difficilement respirable, Steve. Au niveau on dit pas du tout que l'Iran va se hâter de lancer une bombe atomique sur Israël ou sur la France ou sur les États-Unis. Mais on va dire que ce sera beaucoup plus compliqué dans les échanges diplomatiques. Il y aura une puissance nucléaire de gens qui forment une théologie absolument extrémiste et très agressive. Une dernière question, Stéphane Juffa. Dans quelle mesure, question en deux temps, dans quelle mesure d'abord les États du Golfe pourraient participer de manière plus ou moins discrète, mais indispensable à la défense d'Israël contre des tirs venant de l'Irak, de l'Iran, à l'instar de ce qui s'est passé dans la nuit du 13 au 14 avril. Et par ailleurs, on sait que Benjamin Netanyahu et Joe Biden se sont entretenus hier. Le président américain qui estime que l'élimination d'Ismaël Haniyeh n'aide pas, ne favorise pas l'avancée des négociations en vue de la libération des otages. Est-ce que vous le pensez également que ces négociations sont pour le moment au point mort? Alors, ce que Benjamin Netanyahu a fait dans un premier temps, c'est de faire adopter par le gouvernement une proposition qui a été transmise au Hamas par Joe Biden. Et puis, il y a une semaine, il a rajouté 2 conditions. Alors, on est d'accord avec ces conditions.
on va peut-être pas entrer dans les détails, mais le fait de modifier la proposition écrite acceptée par les États-Unis et les deux autres pays médiateurs, c'est pas, ça nous fait penser, ça nous permet de dire que la priorité de Benjamin Netanyahou, c'est pas d'arriver en accord avec le Hamas, c'est pas la libération de ses otages. Il a en tête d'autres choses. Il aime bien ce qui se voit et ce dont on parle, comme la liquidation de ces deux chefs terroristes. Et on en a parlé on vient d'en parler. C'est-à-dire qu'au niveau stratégique et tactique, on n'a pas avancé d'un centimètre vers une solution. Et ce qui nous manque en tant qu'experts stratégiques, c'est une finalité, c'est-à-dire un but. Monsieur Netanyahou a parlé de libérer les otages et d'éliminer le califat du Hamas. C'est presque fait pour ce qui est de la liquidation du Hamas. C'est pas fait du tout pour les otages. Nous, ce qu'on aimerait voir, c'est dans ce programme, un programme clairement établi, de saisir, de pouvoir percevoir comment on récupère le nord d'Israël et qu'est-ce qu'on fait avec la bombe atomique iranienne. Et pour le moment, il n'y a nulle part de réponse à cela. Et d'un mot sur les États du Golfe, avant de nous quitter, Stéphane Juffa. Absolument. Alors les États du Golfe, simplement pour dire que le 14 avril, ils nous ont aidés, et l'Arabie Saoudite aussi. Le problème lors de ces attaques, c'est pas les missiles, ce sont les drones d'attaque. Ils vont très lentement, mais il y en a énormément, il y en a des centaines. Et la meilleure manière de les abattre, c'est avec des avions de chasse. Et plus il y a d'avions de chasse, y compris les avions de chasse de la France d'ailleurs, Steve, qui ont participé à cette opération le 14 avril, avec ces avions de chasse, on abat comme un combat aérien, si on peut dire, on abat ces drones d'attaque, et plus il y en a, mieux c'est, et les pays du Golfe, enfin tous les pays de la péninsule arabique nous aideront en cas d'attaque du même genre de l'Iran contre Israël, qui va probablement avoir lieu jusqu'à la prochaine fois qu'on se revoit sur cette antenne. Merci beaucoup Stéphane Juffa d'avoir été avec nous. J'espère vous retrouver avec de bonnes nouvelles. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de l'agence de presse israélienne Metula News Agency. Cet entretien est à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Shabbat Shalom et à très bientôt. Shabbat Shalom Steve et Shabbat Shalom aux auditeurs.